Ce soir, on va parler SF positive avec Lisa Béram qui a écrit Le premier jour de paix qui sort aujourd'hui aux éditions La Talente et l'éditeur Yann Olivier des éditions La Talente. Le premier jour de paix, c'est un deuxième roman. Nous avons sur la table River Zero, mais qui est toujours aux éditions La Talente, qu'il faut lire aussi. Pas parce qu'on parle du deuxième qu'il faut oublier le premier. Bonsoir, merci d'être là avec nous pour parler SF positive, et puis du bouquin évidemment. On va commencer par, de façon générale pour vous, qu'est-ce qu'est la SF positive? Est-ce qu'il y a des thématiques plus présentes que d'autres dans ce qu'on va qualifier de SF positive? Tu es où tu es? Allez. À mes yeux, il n'y a pas tellement de thématiques qui vont plus ressortir dans la science-fiction positive, mais plutôt la manière dont on va y répondre. L'objectif de la classification de science-fiction positive se retrouve, à mes yeux, davantage dans des anticipations qui tentent de façon réaliste ou de façon éclairée de montrer que malgré une situation qui peut être difficile, il y a des archéologies du futur, comme pouvait dire Frederick Jameson, qui montrent une humanité qui s'en sort la tête haute à certaines problématiques. Donc s'il y a une science-fiction positive, c'est une science-fiction qui n'est pas naïve, c'est une science-fiction qui sait d'où elle part, mais en même temps qui peut montrer que le cynisme ou les dérives totalitaires dont nous avons l'habitude dans la dystopie ou comme unique contre-argument à l'utopie ne sont pas les seules alternatives. Nous pouvons aussi imaginer des futurs dans lesquels nous nous améliorons ou nous pouvons être fiers de l'humanité qui est projetée, anticipée. Quelque chose à rajouter? Je sais pas si on peut parler de thématique, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, s'il y a une valeur fondamentale dans la SF positive, c'est l'humanisme. Effectivement, c'est l'humain qui vient, la vision de ce qu'est l'humain, l'humanité, qui va faire que c'est positif. Et c'est vrai que on voudrait mettre une définition SF positive, mais alors si je commence à réfléchir à ça, je me dis mais en fait je connais même pas une poignée d'auteurs de SF positive, donc il faudrait peut-être mieux élargir effectivement la définition et se dire bon, qu'est-ce que ça peut être une SF positive. Alors je pense à des œuvres comme pour moi Fondation, que j'ai adoré lire plus jeune. Je pense pas qu'Asimov voulait faire de la SF positive spécifiquement, mais c'est pour moi une œuvre qui ouvre en fait les perspectives et qui montre l'humanité et un projet d'agrandir l'humanité. C'est intéressant, surtout Asimov n'a pas forcément la volonté de faire de la science-fiction positive. Mais ça, je pense que c'est parce qu'on voit ça avec un point de vue où on a une frange du lectorat qui voudrait peut-être plus de SF positive, qui essaie d'inventer des courants comme le solarpunk ou le hopunk, ce genre de choses. Et en même temps, ça voudrait dire que les auteurs y pensent avant, quand ils se lancent, de vouloir une certaine arriver quelque part avant même d'avoir commencé à écrire. Est-ce que toi c'est quelque chose qui t'habite quand tu écris? Je veux faire quelque chose, je veux arriver là spécifiquement, ou au contraire, toi tu essaies d'écrire et tu vois où tu arrives, et à quel moment tu dirais que tu penses faire de la SF positive au début d'un projet, au milieu, à la fin, ou est-ce que tu n'y penses pas du tout, et en fait c'est plutôt nous, en tant qu'éditeur, ou en tant que libraire, ou en tant que lecteur, qui allons catégoriser? Pour le premier jour de paix, clairement, c'était l'objectif. Il y a un constat, c'est qu'il y a beaucoup trop de dystopies.
et donc voilà, comme je disais, en fait, il y a que, enfin, qui sont les auteurs de SF positif? Je me dis, merde, bon, il faut bien faire quelque chose. Alors, je vais écrire un livre positif. Et c'est vraiment l'intention que j'avais avec ce livre. Et ça n'a pas été sans difficulté aussi, parce que à être baigné de dystopie, on l'intègre et ça devient difficile de se dire mais qu'est-ce que c'est un futur positif, et on se retrouve un peu coincé dans ses propres biais. Par exemple, le cynisme, c'est un peu la solution de facilité pour moi dans cette époque. Et malgré tout, même en essayant d'écrire quelque chose de positif, on peut se retrouver entraîné dans ces mécanismes. Donc c'est aussi lutter contre soi pour arriver à produire quelque chose qui... Mais justement, le regard de l'éditeur après est intéressant pour ça. Donc quand on dit, est-ce que c'est si positif que ça? C'est vrai. Mais c'est vraiment une volonté d'amener de l'espoir, d'amener ce sentiment que on peut s'en sortir, et que c'est hyper important de produire ces imaginaires-là parce que sinon on continue la pente dystopique et Alors on va au maximum essayer de ne pas spoiler surtout le twist principal du bouquin, mais on va quand même en parler parce que sinon voilà. Donc on a un peu évoqué, mais en quoi pour vous votre roman, ce roman, c'est de la SF positive? Sans parler de la fin. Je n'ai pas dit que c'était facile comme question. Mais même sans la fin, tous les personnages dans ce livre, ils se donnent à fond, et parfois, même si eux aussi ils freinent un peu des cas de fer, ils disent pourquoi est-ce que je devrais réparer les pots cassés, parce que ça se passe à la fin du siècle, après des décennies de guerre, d'exode. Il y a des personnages qui sont fatigués, qui se disent mais pourtant non, ils y vont. Voilà, il faut jamais cesser de propager une culture de la paix et d'avancer. Donc voilà, c'est en ça pour moi que c'est positif, même si le cadre paraît, surtout au début du livre, le contexte paraît plutôt grave. Et voilà. Parce qu'on va suivre donc 3 personnages principaux, et c'est vrai que le premier c'est compliqué, la deuxième c'est un peu compliqué aussi, la troisième ça l'est moins, mais c'est bon. Et il y a l'idée aussi quand on parle de paix, de violence, du chemin, il y a le chemin de l'humanité, il y a aussi le chemin individuel, voilà. Et c'est ça que j'essaie de traduire à travers les personnages, quoi. Que la recherche de la paix, c'est d'abord la recherche de la paix pour soi, la recherche de la paix à une échelle plus locale. Ça, c'est donc le premier personnage qui est un vieillard qui a connu que la violence et la guérilla, et qui en a ras-le-bol en fait, et lui il cherche son propre arc de rédemption. Mais le deuxième personnage, il va œuvrer localement, aller de village en village pour essayer de résoudre les conflits. Et le troisième, à une échelle plus globale, donc au niveau des institutions, type ONU, même si ça ne porte pas ce nom-là. Donc ce que je voulais montrer, c'est vraiment qu'il faut tirer le fil de l'individu jusqu'à l'échelle globale. De l'intime Oui. à l'État, à l'institution, à la structure. Et puis, je me verrais sur le côté, pourquoi c'est de la SF positive, sur l'opposition avec l'utopie. Je pense que c'est assez intéressant. On voit probablement une grande proximité entre l'utopie et la SF positive, mais l'utopie est finie, totale, parfaite. Elle serait une définition de la société rationnelle. D'ailleurs, la plupart des utopies sont des récits d'exploration. Pour qu'il s'y passe quelque chose de romanesque, on va y mettre quelqu'un d'extérieur qui va analyser la structure absolument parfaite. Dans la SF positive, nous ne parlons pas de perfection. On fait avec de l'existant. On ne réécrit pas
depuis une page vierge, une société, un état, une situation. Là, on suit 3 lignes narratives dans un siècle parsemé de guerres, parsemé d'exodes, de sécheresses, de migration, comme tu le disais, mais aussi parsemé de gens qui ont fait des tentatives pour lutter contre ces guerres, contre la sécheresse, qui ont accueilli ces exodes. Il n'y a pas une uniformité de la qualification morale ou de chacun de ces actes. La guerre pouvait être horrible, mais il y a des gens qui ont eu des actes que l'on pourrait qualifier comme positifs dans ces guerres. Les exodes pouvaient déraciner des gens, mais d'autres y ont trouvé un nouvel endroit où pouvoir s'épanouir. Aucun de ces événements n'est un monolithe. Donc on a parlé un peu de climat, parce que est-ce qu'on peut imaginer un futur réaliste sans aborder la question climatique actuellement? Comment dire, on est en train de crever de chaud, mais on serait à Lyon, ça serait pire. Je voudrais d'abord dire non, mais je vais dire oui. Oui, ben on peut. En fait, on n'est pas obligé de rester le nez collé au mur. On peut aussi se dire, enfin, on fait une grande ellipse. On va dans un futur très lointain. On peut imaginer une humanité qui aura réussi à dépasser le problème, à s'adapter, à reconstruire. Et à ce moment-là, cette humanité-là, peut-être, n'aura pas besoin de chaque jour penser à l'épreuve du réchauffement climatique du passé. Donc oui, je pense que c'est possible. Mais bon, évidemment, là, le mur, faut voir au-delà du mur. Je ne sais pas où se situe le mur, donc je ne sais pas où il faut situer l'intrigue pour l'avoir dépassé. La suite du roman, probablement. Et oui. Mais là, je travaille à ce qui se passe avant, alors. Oui, alors ça va pas marcher. Est-ce que tu dirais que dans Rêveur Zéro, ce n'est pas une thématique que tu as explorée? Mais réaliste, ça veut dire quoi aussi, quoi. Oui, Est-ce qu'une épidémie de rêve dans la réalité, c'est réaliste? Oui, Rêveur Zéro, il est pratique. Ça serait bien utile, mais je suis pas sûre qu'on arrive à le faire. En fait. Mais bon, mais il y a l'idée que encore une fois, donc, quand on crée, qu'on propage des imaginaires positifs, on le fait aussi dans une volonté que ça gagne les gens, les lecteurs, et que c'est un peu une guerre entre le cauchemar et le rêve, et on espère que le rêve prenne le pas sur le cauchemar. Donc il y a de ça, l'idée d'essayer de formuler une réalité par le rêve. Mais bon. Alors, dans le roman, il y a page 52, une phrase qui m'a tout de suite marquée. J'ai attrapé un post-it, je me suis dit, il faut que je colle ça. Et après, je me suis dit, tiens, il y a un post-it, qu'est-ce que c'était? J'ai compris tout de suite. Comment avait-on pu envisager de terraformer un monde lointain et glacial alors qu'on s'était montré capable de déterraformer le seul qu'on avait? Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que dans plein de bouquins, on détruit la Terre, on va très loin, on se dit c'est pas grave, on reterraforme. Est-ce qu'il y a parce que on n'est pas capable de le remettre en état, notre monde, ou bien c'est parce qu'on jette tout ce qu'on a? C'est-à-dire que notre téléphone portable, au bout de 3 ans, il est vieux et on n'essaie pas de le réparer, on le jette. La Terre, est-ce qu'elle a une obsolescence programmée aussi? Elle en a une de fait, comme tout système dans l'univers est voué à naître, grandir, péricliter et mourir, oui. Mais c'est sûr que là, l'échelle de temps aurait fait qu'on aurait pu attendre encore un certain temps avant de commencer à se poser la question de la finitude de notre planète. Mais
Cela dit, ce truc-là de consommer, jeter, c'est quand même assez récent. Même si ça fait plusieurs siècles déjà qu'on exploite, et surexploite les ressources, le consommer-jeter, c'est quand même propre à la société de consommation qui date que de la deuxième moitié du XXe siècle. J'ai l'impression, si on regarde au début du siècle précédent, il y avait de la réparation, il y a des métiers comme cordonnier, couturier, on se transmet des vêtements d'une génération à l'autre, donc c'est récent, un peu comme la SF qui écrit ce genre d'histoire. C'est une SF qui date aussi de cette époque, et c'est une SF qui croyait à l'espace aussi, et on en est un peu revenu. Donc peut-être que il va y avoir un renouvellement du fait que... j'espère. Au lieu de partir terraformer quelque chose, on va commencer par remettre en état... ouais, je pense pas que c'est aussi facile... qu'avant, aujourd'hui, de se dire, je vais écrire un bouquin où on a dégommé la planète, mais c'est pas grave, il y a d'autres mondes. Je sais pas si ça s'écrit encore, mais... Si. Ouais. Si. Mais c'est vrai, bon... Moi, j'y crois pas, en tout cas. On a une belle planète. Et d'ailleurs, il y a un poster qui est très chouette au bout, j'ai le même chez moi. C'est la Terre... ça, c'est des posters de la NASA. Et un pour chaque planète, système. Et la Terre, c'est où l'air est gratuit et respirer est facile. Et donc en fait, pourquoi vouloir coloniser des mondes sans atmosphère? On en a un qui est magnifique. Parce que c'est cool. C'est vrai, que c'est super cool, c'est pas ça. C'est vrai. Mais on peut faire les deux aussi, on peut aller terraformer autre chose et réparer ce qu'on a. Oui, complètement. Mais c'est vrai que c'est la vision d'un des personnages qui comprend pas qu'on puisse vouloir aller ailleurs alors que tout est là. Ouais, tout est là. Mais tout le monde n'a pas la même vision dans l'histoire. Dans les romans et novellas de Becky Chambers, on devine, même si c'est pas toujours dit, que pour en arriver là, tout n'a probablement pas été toujours très très rose. Par exemple, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème de surpopulation dans le futur des cycles sauvages. Oui, peut-être, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pensez-vous qu'il soit nécessaire que l'humanité soit au bord de l'extinction pour que les choses s'améliorent? Non, pour ma part, non. Je pense que les choses ne s'améliorent pas forcément parce que la situation est terrible. Il faut aussi, pour que l'on puisse s'améliorer, pouvoir faire avoir suffisamment de ressources pour ne pas s'inquiéter de sa survie immédiate, ce qui demande un peu de confort. Et donc, quelqu'un qui est dans une situation de survie à un niveau individuel, immédiate, ne va pas forcément avoir les capacités de mettre des ressources à aller vers une amélioration de son écosystème pour dans 20 ans. Si la question est aujourd'hui de pouvoir se nourrir, cette année pouvoir se nourrir, il est forcément complexe de se dire que on va mettre des ressources. Je pense que tout le monde prend les choix au final assez en ayant conscience de la situation et qu'un péril pour demain face à la fin d'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui nous permet de réfléchir posément sur comment améliorer des problèmes pour dans 100, 150, 200 ans. Non, tenter de résoudre au contraire les problèmes qui sont des périls immédiats comme la faim dans le monde, le logement, nous permettront de réfléchir plus posément sur le lendemain. Après, spécifiquement pour les nouvelles de Becky Chambers, je trouve que dans Apprenti par bonheur, c'est là où on a l'histoire de l'humanité, ou plus exactement de la Terre, pas de l'humanité,
la plus grande, on sait qu'il s'y passe des choses assez terribles dues au dérèglement climatique. Et c'est d'ailleurs assez central de ce roman, puisqu'on va voir dans les nouvelles qui leur arrivent, donc pour ceux qui n'ont pas lu, c'est une exploration d'une exoplanète qui se trouve à 17 ans de nouvelles de la Terre, donc il faut 17 ans pour que des informations arrivent jusqu'au vaisseau. Ce qui veut dire que le journal qu'ils reçoivent toutes les semaines date d'il y a 17 ans. Ainsi, lorsque il y a eu une catastrophe naturelle dans le pays d'une des membres de cet équipage, la catastrophe naturelle a eu lieu il y a 17 ans. Donc, toute une question sur la distance que l'on peut avoir par rapport à un événement lorsqu'on est dans du voyage spatial, ce que je comprends bien. Mais plus spécifiquement sur... c'est grâce à ces nouvelles et comment eux et elles, dans cet équipage, réagissent, que nous avons sa vision de ce qui peut se passer sur Terre dans une anticipation à moyen terme. Et on voit effectivement que, malgré le fait qu'elle écrive une science-fiction extrêmement positive, ça ne veut pas dire que la situation de l'humanité est béate. Donc le positif, ce n'est pas que des bisounours. Non. Et dans le premier jour de paix, on voit bien que on en est quand même... c'est moyen pour l'humanité. Ils sont plus tant que ça, ils ont soif. Et est-ce qu'il faut attendre une réduction drastique des populations à cause des guerres, de tout ça, pour qu'à un moment donné, les gens se disent stop? Bon, c'est pas de l'extinction, il y a à peu près la moitié de l'humanité qui... Ça va, à quel moment c'est l'extinction? C'est ça. Moi, en fait, ce bouquin-là, c'est un peu mon meilleur pari pour l'avenir. Donc, c'est sûr que ça paraît pas joyeux, mais en même temps, je me base sur ce que je vois aujourd'hui. Je me suis dit, bon, allez, je mets à la fin du siècle, et encore, c'est proche, quoi, la fin du siècle. Voilà. Pour te dire, allez, le premier jour de paix à la fin du siècle, et justement, je voulais le mettre juste avant le prochain siècle, parce que quand on se dit c'est en 2100, c'est déjà loin, alors que là c'est dans ce siècle-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, donc, malheureusement, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? On renforce les armées, on renforce le sentiment national, on ne fait pas grand-chose pour lutter contre le réchauffement climatique, donc ça laisse penser que là, en tout cas, dans les prochaines décennies, voilà, à moins d'un sursaut, j'espère, mais donc voilà, mon pari c'est celui-là, et effectivement apparemment il faut en chier un petit peu avant de faire quelque chose, mais est-ce que c'est dû, est-ce qu'il faut que ça arrive pour que ça aille mieux? Non, je crois pas, c'est juste que apparemment c'est en train d'arriver, c'est tout. Je suis désolée, c'est super déprimant. Oui, on vous a promis une soirée SF positive, et en fait, voilà. Mais justement, ce que ce livre dit, c'est il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de sursaut, c'est juste que n'importe quel moment est le bon pour commencer à agir et à chercher la paix. Donc c'est ça qui est positif. C'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre la fin du siècle, en fait. Il ne faut pas attendre la fin du siècle, il faut commencer maintenant. Parce que ça prend du temps de mettre en branle un mouvement comme celui-là. On se balade pas mal dans celui-ci, on s'était un peu baladé aussi dans River Zero. Est-ce que vos voyages influencent vos récits, les lieux et tout ça? Dans River Zero, beaucoup plus en fait. Dans River Zero, il y a beaucoup de lieux que je décris dans lesquels je suis vraiment allée. C'est pas le cas dans le premier jour de paix, je suis pas allée en Colombie, je suis pas allée en Russie.
Et puis en plus, en fait, ça se passe après des décennies qui ont vraiment défiguré la carte. Donc est-ce que, plus rien ne ressemble vraiment à ce que c'est aujourd'hui. Donc peut-être dans le premier jour de paix, c'est pas mes voyages qui ont influencé, mais le voyage en général, parce qu'il y a un principe qui est hyper important dans le premier jour de paix, c'est l'altérité, quoi. C'est aller se frotter à la différence de l'autre. C'est ça en fait qui fait notre richesse, la diversité culturelle, et c'est aussi ça qui fait les conflits. En fait, nos différences font que on n'est pas d'accord, on n'a pas la même vision. Et le voyage, c'est un bon moyen de se frotter à l'autre avec un grand A. Et même si aujourd'hui, je suis partagée sur le voyage, parce que le voyage, ça détruit l'environnement, ça détruit le tissu local. On voit Airbnb, ça vide les centres-villes des habitants, donc le voyage est problématique aujourd'hui, mais même avec ça, je reste convaincue que ça reste le meilleur moyen de s'ouvrir. Et même les voyages de tourisme, parce qu'on peut parfois opposer le tourisme de masse à un voyage hors des sentiers battus. Je pense que tous les voyages ouvrent l'esprit en fait, mais effectivement ils sont faits là et il y a un gros problème avec le voyage. Mais ça restera toujours central pour moi dans mes récits, parce que je suis convaincue que c'est hyper important le voyage, mais peut-être qu'il y a d'autres moyens de voyager, plus proches, j'en sais rien. La différence, elle est là. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, même si c'est vrai qu'on se la prend en pleine face quand on va dans notre pays. Voilà. Dans de nombreux post-apocalyptiques, la question de la survie, c'est quand même un peu le centre du bouquin. Comment fait-on pour insuffler l'espoir dans un monde comme ça? C'est comment on fait? Je sais pas. Non, déjà, peut-être. Est-ce que tu as l'impression que c'est un post-apocalyptique ou qu'une apocalypse a eu lieu? Non, ou une apocalypse lente, mais en fait, je pense que. Ouais, justement, faut cette idée de l'effondrement, c'est peut-être un peu dangereux comme idée, parce que ça donne l'impression qu'il va arriver un truc soudain et tout va se casser la figure, alors que bon, l'agonie peut être longue. Et surtout, en fait, dans l'effondrement, il y a les germes de la renaissance. Donc, je pense souvent, quand j'étais au collège et qu'on étudiait l'histoire, je vois chute de l'Empire romain, ça dure 400 ans. Je me disais, mais comment une chute, ça peut durer 400 ans? Mais en fait, maintenant, quand on est dans notre époque, je comprends très bien comment une chute, ça peut être très long. Donc du post-apocalyptique, l'après il est déjà là en fait, et c'est comme ça aussi qu'on insuffle l'espoir, c'est de montrer que, comme je le disais tout à l'heure, en fait ça commence aujourd'hui. Il y a déjà des choses qui se font, il y a déjà des gens qui réfléchissent à ce que peut être une autre société, il y a déjà des gens qui mettent en pratique des solutions, même si bon, parfois ça paraît marginal, mais bon, ils font des petites preuves de concept. Et ça, pour moi, ça suffit à insuffler l'espoir dans un avenir. Et puis évidemment, je pense que produire plus de SF positif, ce serait bien aussi. Pour lutter contre la dystopie, parce que un peu de dystopie c'est bien, quoi, ça alerte, mais beaucoup de dystopie ça habitue. Et finalement, à force de consommer de la dystopie, quand la réalité rattrape la fiction, parce qu'en fait elle n'est pas si loin que ça, on se dit, voilà, c'est normal, c'est ce qui devait arriver. Mais en fait, c'est pas le cas. En fait, le monde n'a pas à être comme ça. Et d'ailleurs, il n'a pas toujours été comme ça. En ce moment, je lis plein d'essais là, pour le prochain bouquin. Et je lisais un bouquin sur l'État en Occident. Et en fait, c'est une construction qui est récente. Et quand on comprend ça, alors le bouquin il est énorme, j'ai mis 6 mois à le lire, mais je vais peut-être pas lire un bouquin pendant 6 mois, mais juste comprendre en fait que ça n'a pas toujours été comme ça nous permet, c'est un grand soulagement, parce que ça veut dire que ça n'a pas à être comme ça et que ça ne sera pas toujours comme ça. Et ça, je sais pas si le premier jour de paix arrive à transmettre cette idée, mais c'est ça pour moi qui est important pour avoir de l'espoir. Il faut garder ça en tête, quoi.
Est-ce qu'il y a des questions dans le public? N'ayez pas peur. Oui, vas-y. Non, en vrai, bon, j'ai lu le bouquin, voilà, ça aide énormément. Et il y a un assez gros travail sur la paix au niveau local par rapport à la paix justement au niveau national puis global. Mais ce premier jour de paix, c'est concrètement le premier jour où il n'y a plus aucun conflit sur la planète entière, on est d'accord? Plus aucun conflit résolu par la violence. Parce que... Voilà. Parce que, en fait, l'absence de guerre, c'est pas l'absence de conflit. C'est, encore une fois, il y a des différences et il y en aura toujours. Donc, on va toujours se disputer. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce conflit? Est-ce qu'on se tape dessus? Est-ce qu'on se met autour d'une table? Voilà. Et pour revenir à ce truc du niveau local, bon, moi, c'est... J'en sais rien, c'est une conviction personnelle en fait que bon, mais il faut agir vraiment à tous les niveaux, mais que le local a une puissance parce que le local c'est des gens qu'on connaît, donc c'est plus facile. Bon, quelque part c'est aussi plus facile de se taper dessus quand on connaît parce qu'il peut y avoir la vengeance, etc. Mais c'est aussi des humains, c'est pas des structures, des systèmes qui sont hyper complexes à comprendre, c'est comment je peux faire pour me réconcilier avec mon voisin. Et je pense, voilà, pour moi, c'est ça le cœur du sujet, même si tous les autres aspects sont importants et que, encore une fois, l'intime aussi, parce que le premier conflit, c'est le dilemme intérieur, et on est tous plein de contradictions. Donc voilà. Une autre question. Personne? Si. Est-ce que vous traitez les systèmes économiques? Alors, dans le premier jour de paix, est-ce qu'on peut... on peut dire qu'on est sorti, en tout cas, du capitalisme, du modèle actuel néolibéral, parce qu'il y a eu un effondrement. Il y a eu des exodes qui font que le système financier, tout ça, n'a plus de... est virtuel, et donc dans une réalité où ce qui compte c'est la ressource, comme tu disais, manger ce soir, se mettre à l'abri, l'économie devient beaucoup plus concrète, et c'est cette économie là en fait qui est dans le livre, et on peut pas parler d'économie globalisée quoi. Mais après ça parle pas spécifiquement d'économie, je sais pas. Après, ce n'est pas non abordé. Non, c'est sûr que la question, oui, même à un moment à la fin, il y a un petit tour d'une ville, parce qu'en fait, on essaie quand même de, voilà, ça veut pas dire, ça veut pas dire on va tous vivre dans des cabanes, il y a une tentative de reconstruire la civilisation, quoi. Et de se dire comment est-ce qu'on fait pour ne pas répéter les erreurs du passé. Donc il y a une tentative de former, de formuler ce monde-là. D'ailleurs, à ce niveau, la couverture fonctionne très très bien parce qu'on sent ce mélange où il y a encore de la technologie, mais il y a aussi des choses qu'on utilisait avant pour se déplacer, pour tout, parce que c'est un mélange de l'ensemble. En fait, la question de la technologie, c'est quelle technologie, pourquoi faire. Aujourd'hui, c'est la technologie pour tout. Ça m'est arrivé de faire une table ronde avec des auteurs qui me traitaient de technoréac parce que ou de survivaliste, voilà. Mais c'est pas le cas. La technologie, c'est formidable, mais voilà, pourquoi faire, sachant que les ressources de la planète sont limitées. On devrait faire hyper attention à dans quoi est-ce qu'on met de la technologie. Voilà. On devrait l'utiliser pour des choses vraiment utiles. Mais bon, apparemment, on va avoir des cafetières parlantes. Elles parlent déjà, je sais pas. Je sais pas, je bois pas de café. Oui. Voilà. On annonce et ça devrait faire un truc. Il y a déjà des sèche-cheveux intelligents aussi. Donc, voilà. Je vais peut-être en acheter. Justement, Oui. Par rapport, apparemment il y a beaucoup de voyages et d'exodes dans le livre, mais je trouve que c'est un peu inconciliable avec l'humanité actuelle, parce que
il y a beaucoup de racisme. Et j'ai pas l'impression que ce soit très conciliable avec l'écologie également. Du coup, comment ça a fonctionné? Et bien un peu par la force des choses. L'idée, bon là ça se passe à la fin du siècle, mais on comprend un petit peu entre les lignes, on parle un peu du passé, c'est qu'il y a eu 2 exodes, quoi. Il y a eu un premier exode des pays du sud vers les pays du nord, enfin en fait c'est ce qu'on connaît déjà, mais qui ont provoqué des guerres, mais parce qu'on peut construire des murs, mais au bout d'un moment, les murs tombent. Et il y a un deuxième exode en fait quand finalement, au sein des territoires, il y a des zones entières qui deviennent invivables et donc on est obligé de migrer au sein de ces zones-là. Donc il y a forcément un gros clash des cultures et un mélange forcé, quoi. Et c'est ça qui fait aussi qu'on arrive à la paix à la fin du siècle dans ce livre, c'est que on est obligé de vivre avec l'autre. Voilà. On peut pas faire c'est plus possible de faire des murs. On est obligé de faire avec et de parler. Et ces exodes ont aussi amené à une question structurelle dont tu parles. Oui. Il y a ce qu'on appelle des grands territoires. Donc comme au bout d'un moment on se rend compte que les pays ça fait plus trop sens, puisque les gens sont obligés de se mettre sur on va dire des pans de territoire qui traversent des frontières, et donc on vient à une espèce de conclusion. Bon, on va faire des grands territoires, qui est une solution un peu de compromis quand même. C'est pas l'idée c'est en fait d'officialiser un état de fait que de toute façon les populations sont éclatées partout sur le territoire, et donc on met un peu un masque d'officiel, d'institution dessus. Et il y a aussi la question de la déterritorialisation de la nationalité, du moment où en fait à certains dans ces exodes, des pays entiers, des nationalités entières, en fait, si elles devaient se rattacher à une frontière, n'existeraient plus. Et donc, ça a mené l'humanité à la discussion autour de nouvelles manières de penser ce type d'identité. Les apatrides. Exactement. Oui, donc en soi, c'est pas un post-apo en soi, mais ça reste quand même une restructuration globale du système économique, de notre manière de penser. Donc, oui, quand même. Mais je trouve que dans Apocalypse, il y a un truc qui est trop définitif, quoi. Puis il y a souvent un événement. Oui. Et là, il y a des guerres, il y a des événements. Mais c'est ça qui fait aussi qu'on en arrive là. Donc, je crois pas trop au truc tabula rasa et on recommence tout. C'est comme je le disais, en fait, il y a déjà des gens qui pensent qu'ils font aujourd'hui. Donc, il va pas y avoir paf, et puis c'est pour ça que le post après, c'est pendant. C'est un processus, voilà, plutôt que. Est-ce qu'il y a une autre question, une question Instagram? Je sais pas si Pas de question. pas de question Instagram. Oui. Le concept des médiateurs, médiatrices de paix. Oui. Est-ce que vous pensez que ça serait, entre guillemets, vraiment utile aujourd'hui, qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens qui essayent ce genre de choses-là, je sais pas. Ah, mais complètement. Ouais. Après, vu que c'est du niveau local au final. Oui. Et même l'autre forme de médiation au niveau global, tout part de l'individu pour faire l'ensemble. Donc aujourd'hui, où on se parle pas, ou alors on parle pas la même langue, et forcément il y a des intérêts de pouvoir, d'économie, de plein de choses. Comment passer au-dessus? On peut pas aujourd'hui, c'est pas justement, à moins d'être au pied du mur. C'est ça le problème. L'apocalypse nous donne une échéance, et si on ne réagit pas, on meurt tous. Donc là, oui. Voilà, mais justement, cette idée des émissaires, donc de médiateurs, c'est exactement ça l'idée, c'est qu'il faut qu'ils se multiplient. Aujourd'hui, qui est-ce qui résout les conflits familiaux? Par exemple, la gendarmerie, quand il y a
des problèmes. Non mais est-ce qu'on peut compter sur la gendarmerie pour finalement faire de la médiation? Quand il y a un problème, à qui est-ce qu'on fait appel? Il n'y a plus d'assistance sociale. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ce serait un poste hyper important. D'ailleurs, il y a une autrice qui en parle bien. C'est dans un bouquin qui s'appelle Le conflit n'est pas une agression. Elle en parle en fait que de l'idée qu'il faut en fait développer cette culture de la paix. C'est soit se former à ça. C'est que tout le monde peut être impliqué dans la résolution des conflits, quoi. Et ce rôle de médiateur, donc dans le premier jour de paix, c'est des émissaires qui parcourent la planète, qui vont de village en village pour résoudre des conflits. Je pense que c'est un poste qui serait vraiment génial d'avoir dans la réalité, des médiateurs, quoi, pour résoudre des conflits. Aujourd'hui, il y a les thérapeutes avec lesquels, par exemple, on peut travailler ces conflits intérieurs. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des médiateurs de groupes à l'échelle d'une ville, d'un quartier Non, ça existe. Faut pas Oui, hésiter, ça existe. comme, Il y a des assos, il y a des petites choses, mais Ils n'ont pas assez de moyens. Quoi. c'est sûr qu'il n'y a pas assez de moyens et c'est autre chose. ce serait vraiment chouette que ça puisse se développer. Il y a un scientifique qui a créé le modèle de la spirale dynamique et il a été un des artisans principaux de la paix en Afrique du Sud, en fait. La négociation entre les forces en présence, quoi. Donc, il y a des exemples concrets qui montrent que c'est possible, même à des échelles très politiques comme Oui, ça. la médiation de conflit, justement, à l'échelle des pays, ça se fait pas mal. La Suisse adore faire ça, par exemple. Venez tous chez nous pour faire des réunions et vous réconcilier. Mais pas que la Suisse, mais... et en fait, une organisation comme l'ONU, c'est quand même incroyable de se dire que ça peut exister. Même si parfois on se dit, bon, à quoi ça sert? Les pays, ils ont l'air de s'en foutre complètement, mais ça a le mérite d'exister quand même, effectivement. C'est vrai que je trouve que le manque qu'il y a, c'est plutôt au niveau local. Et tu parles de ces médiateurs qui devraient résoudre les conflits, mais c'est pas tellement ce que tu montres dans le livre. C'est plus qu'ils sont un moment, ils permettent une occasion aux acteurs même du conflit de le résoudre eux-mêmes, parce qu'en fait, le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va partir leur permet de tout mettre sur la table, d'avoir, en fait, à ce moment-là, on va parler de ce conflit. Ça produit un événement. Et c'est le moment où, en fait, on a ces multiples personnages qui vont en parler sincèrement et tenter de trouver la manière de le résoudre qui leur convient. C'est vrai que c'est important. C'est pas une imposition de bien cette, sûr. Dans la médiation de conflit, le danger, c'est que le médiateur se réapproprie le conflit, alors que ce sont les gens en présence qui doivent résoudre leur conflit. Et finalement, le médiateur n'est il peut poser des questions. L'objectif du médiateur, c'est d'amener le groupe et les parties en conflit à trouver leur propre solution, parce que de toute façon, il n'y a pas une meilleure solution que celle qui est trouvée par les parties en présence. Parce que c'est celle qui va avoir lieu, tout simplement. Oui, et puis de toute façon, si le médiateur, c'est lui qui trouve la solution, soit on va partir sur quelque chose de très totalitaire, où finalement c'est lui qui va imposer sa solution, soit on va partir sur quelque chose où on unit les émotions d'un des deux parties, et je trouve que ça fonctionne pas non plus, et c'est pour ça que j'aime pas l'utopie par exemple, c'est qu'on nie totalement l'émotionnel. Oui, c'est très stressant. Non, mais c'est vrai que c'est une notion hyper importante dans les émissions. Et sur le côté où ça se centrerait sur des individus qui permettraient ça, c'est en fait une structure. C'est-à-dire c'est une société en entier qui, via le fait de déléguer cette charge aux émissaires de paix, créer des moments
où on va résoudre des conflits. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on met sous le tapis. C'est une société dans laquelle il n'y a pas une imposition de la résolution, mais il y a à la limite une imposition du moment où on va en discuter. Et c'est pour ça que, à mes yeux, c'est pas un changement individuel où des gens vont prendre ça et le faire et faire cette transformation, mais c'est un changement de société où nous déléguons la charge de ce moment, mais où tous les individus vont participer à ce moment. Et le médiateur n'est au final un conducteur. Exactement. Qu'un moment où il faut commencer la discussion à un moment ou à un autre. Et ce moment, c'est quand l'émissaire de paix arrive, en fait. C'est que nous n'avons pas su résoudre nous-mêmes ce conflit, au point qu'il y a eu des échos qui indiquaient qu'il fallait qu'un émissaire de paix vienne. Et une fois qu'il est là, cette société parvient au moment où on va tous se mettre autour de la table et on va discuter, parce qu'il y a aussi ce respect de cette institution, car les structures et les institutions qu'on va mettre en place ont des effets dans nos vies et au quotidien. Une dernière petite question? Non? Bon, de toute façon, vous pourrez poser directement vos questions à l'autrice pendant la dédicace. Merci Lisa, merci Yann, merci au public. Merci.